On reprend ça, on a un petit retard, évidemment, mais bon, allons-y comme ça. Nous sommes vraiment rendus dans le dernier droit de cette journée et on met la table. On met la table avec 3 panels thématiques autour de la question suivante. Le vieillissement, le numérique, la sécurité publique, ce sont des secteurs clés. Sont-ils des secteurs clés pour l'intersectorialité en santé? Alors, nous allons commencer par le premier panel. Je vais présenter les auteurs les auteurs, oui, je m'habitue de dire les auteurs. Je vais présenter les panélistes et après leur allocution, bien évidemment, on prendra des questions. Marie-Michelle Laure est professeure au département d'ergothérapie et co-directrice du laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie, le LIREG. Elle est chercheuse régulière au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale et co-dirige un laboratoire vivant destiné à soutenir les personnes aînées du nord de Lanaudière et leurs partenaires de soins. Ce laboratoire est financé par le Fonds de recherche du Québec dans le cadre de la plateforme de financement de la recherche intersectorielle sur le vieillissement. Professeur Laure est responsable du regroupement thématique Interaction et soutien social du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Benjamin Boller est professeur en neuropsychologie au département de psychologie, co-directeur du LIREG, chercheur associé au Cognac et chercheur régulier au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Responsable aussi du regroupement thématique Cognition du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Monsieur Boller, alors, qui sont les chercheurs qui pourraient s'investir dans la recherche intersectorielle sur le vieillissement? Alors, la parole à Mme Laure et vous avez François qui est devant vous. Merci beaucoup. Donc, je me mets dans un état d'esprit de ma thèse en 180 secondes de l'époque que j'avais fait au doctorat pour être bien dans mon 5 minutes. Donc, je vais commencer la présentation en vous parlant de la raison pour laquelle on a décidé de parler de cette ouverture dans la recherche sur le vieillissement comme étant un sujet qui est très porteur, selon nous, concernant l'intersectorialité. Donc, comme vous le savez probablement, ici, une petite infographie là, qui a été déposée par l'OMS. Le vieillissement est un phénomène qui est hétérogène et qui est aux confins de plusieurs enjeux, que ce soit des enjeux sociaux, que ce soit des enjeux de santé, et donc qui est très porteur pour les recherches qui s'intéressent au niveau de l'intersectorialité à réfléchir ensemble, en fait, à mettre les conditions gagnantes pour vieillir d'une manière satisfaisante en santé, mais aussi pour transformer nos sociétés, pour être capables ensemble de réfléchir avec les personnes aînées aux conditions de vie qu'ils désirent pour le futur. Donc, je te laisse la parole, Benjamin, pour poursuivre. Alors, on a la chance à l'EQTR d'avoir des forces vives. On a 22 professeurs, chercheurs qui travaillent sur la question du vieillissement. Ils sont membres du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement et on est dans l'Université du Québec la première composante avec un nombre aussi important de chercheurs. Alors ça, c'est une force. Puis on a une structure à l'UQTR qui nous permet finalement de travailler sur la question du vieillissement. Cette unité, c'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie. Et l'idée de ce laboratoire, c'est de permettre finalement une rencontre entre les chercheurs qui travaillent sur le vieillissement, mais aussi d'être un espace de rencontre pour des chercheurs qui s'intéressent à la question du vieillissement sans être pour autant un chercheur estampillé vieillissement. Et le LIREG a dans ses membres beaucoup de membres qui vont être membres d'autres structures de recherche. On a notamment dans les groupes de recherche UQTR, on a le groupe de recherche en loisirs, on a le groupe de recherche Cognac dont on a parlé, mais on a aussi nos chercheurs qui sont dans d'autres structures de recherche. On a le CREGES qui a été cité et on a le CRUGM, donc l'Institut de gériatrie de Montréal, auquel j'appartiens. Tous ces membres-là, on a en commun en fait cette idée de pouvoir
on a l'habitude de travailler en collaboration dans le vieillissement. Et c'est un petit peu ça, en fait, la force aussi de la thématique du vieillissement, c'est d'être capable de faire travailler ensemble des chercheurs de plusieurs disciplines pour questionner la thématique et les effets de l'âge. Alors, un exemple en fait de projet, puis avec Marie-Michel, on va vous présenter 2 projets très rapidement. Donc, un premier projet, c'est un projet qui a été mené avec un volet à la fois enseignement et un volet recherche. C'est un volet qui a axé aussi sur la communauté. Et l'idée, en fait, c'est parti d'un programme qui existe au niveau du ministère, qui est un programme qui valorise l'apprentissage de la langue de la minorité et de l'enseignement des langues secondes. Et sur cette base-là, il y a des professeurs du département de littérature, de langue moderne et traduction, qui ont obtenu un financement pour offrir l'apprentissage de l'anglais à des personnes aînées dans la communauté. Et le premier maillage qui a été fait, c'est avec l'Université du 3e âge à Trois-Rivières. Et de ce projet-là, on a une discussion avec un des porteurs du projet, du volet enseignement, qui est Paul John, et on a eu la réflexion de se dire, mais il faudrait qu'on évalue les effets de l'apprentissage d'une langue seconde. Lui, il était intéressé par les aspects phonologiques. Moi, j'étais intéressé par les aspects d'apprentissage, de plasticité cérébrale, de vieillissement. Et donc, on a commencé à embarquer en fait sur ce projet. On a discuté avec le co-directeur du CONIA qui me dit, moi, je suis super intéressé par les aspects électrophysiologiques associés à l'apprentissage d'une langue seconde. Et donc, on a commencé ce projet. On a eu la chance d'être appuyé par la Fondation Luc Maurice, qui a trouvé le projet très intéressant, très appliqué dans la communauté, et qui nous a permis de l'offrir gratuitement, ce projet, à ceux qui s'investissaient dans la recherche. Donc, il y avait un bénéfice à rentrer dans la recherche, il y avait un bénéfice individuel pour les personnes âgées qui participaient à ce projet. Et on a commencé ce projet avec des personnes avec des expertises différentes. Alors, l'idée là-dedans, ici, c'est de montrer que finalement, on n'avait pas tout à fait les mêmes méthodologies, on n'a pas tout à fait la même question de recherche. Je reprendrai l'exemple des 25 chercheurs, 25 sujets différents, mais finalement, on a réussi, en fait, à travers le recrutement de mêmes participants, de pouvoir aller questionner des questions de recherche qui nous animent de façon individuelle, mais aussi ça nous a poussé à regarder plus loin. Ça nous a poussé aussi à comment en fait la discipline de l'autre peut nous aider à réfléchir cette question-là et qu'est-ce qui nous amène avec ces méthodologies. Donc, un projet très concret. Je vais laisser Marie-Michel vous présenter un autre projet très concret, très appliqué. Merci. Donc, rapidement aussi, comme on a mentionné en introduction, je co-dirige un laboratoire vivant en vieillissement en région. Et le laboratoire vivant, en fait, qui se déploie dans la région de Lanaudière, c'est un laboratoire qui vise à co-construire des solutions innovantes par, pour et surtout avec les personnes concernées, donc les aînés, les partenaires de soins, afin de favoriser leur soutien dans le continuum de soins de santé du Québec. Et donc, ce projet, qu'est-ce qu'un laboratoire vivant? Un laboratoire vivant, c'est une structure, physique ou non, qui est plus virtuelle des fois, ou en tout cas, qui a une volonté de travailler ensemble, de s'asseoir différents acteurs. Ce qui amène d'ailleurs un peu la question qu'on a eue ce matin, à savoir l'intersectorialité. Est-ce que c'est seulement au niveau de la recherche? Non, bien sûr, ça peut mobiliser plusieurs secteurs aussi qui est au-delà de la recherche, qui est, par exemple, ici, le laboratoire vivant est porté par la Commission de développement économique de Joliette. Il y a la MRC aussi qui est très impliquée au niveau du laboratoire vivant. Et bien sûr, il y a des chercheurs au niveau de l'UQTR, 8 professeurs dans des disciplines différentes, donc ergothérapie, sciences infirmières, chiro, génie industriel, psychologie. Et peut-être le message clé par rapport à ce projet, c'est, puis bien sûr, il y a des comités, le comité aviseur d'orientation qui rejoignent plein de secteurs là, de la communauté et des personnes aînées et leurs proches. Et peut-être le message clé par rapport à ce type de projet, c'est par rapport à comment on l'a démarré. Au départ, quand on approchait les collègues, pour faire, il y en a plusieurs ici que je vois dans la salle depuis ce matin, des fois, la réponse était même, Marie, je ne travaille pas en vieillissement vraiment, je me sens un peu, je suis un peu imposteur dans le projet, tout ça.
Puis là, je disais non, c'est pas juste parce que tu es fine ou parce que tu es gentille que je t'écris, c'est qu'il y a vraiment un apport de l'expertise, même si la personne n'est pas, comme tu disais, avec une étiquette de recherche en vieillissement. Le vieillissement, je pense, ça nous concerne tous. On est tous en train de vieillir. On est tous dans une population, dans une communauté qui réfléchit aux conditions de vie des personnes aînées. Puis on a intérêt à le faire tout le monde ensemble dans une perspective collective. C'est ce qu'on tente de faire là, au laboratoire vivant dans la Naudière. Donc, par rapport à cet exemple, c'est peut-être aussi d'ouvrir sur le sujet de qu'est-ce qui advient de la recherche en vieillissement à l'UQTR. Moi, Benjamin, comme tous nos membres au niveau du LIREG et au-delà, dans les laboratoires, les centres de recherche, on pense vraiment, comme on disait au départ, qu'on a une force à l'UQTR par rapport au vieillissement, par rapport aux réflexions dans le social, dans le communautaire aussi sur ces enjeux, et qu'on va devoir, en fait, la potentialiser encore davantage dans le futur. Et peut-être pour conclure cette présentation, c'est surtout ce qu'on s'est rendu compte sur la question du vieillissement, c'est pas que les chercheurs ne veulent pas s'intéresser à la question du vieillissement, c'est souvent qu'ils pensent en fait que comme ils ne sont pas experts, ils ne peuvent pas aller dans cet aspect-là. Et donc, ils vont se restreindre sur leur cadre finalement habituel de travail. Et l'idée, en fait, nous, c'est de aussi offrir la possibilité, en fait, de leur donner accès à certaines expertises, à des chercheurs qui pourraient les aider à développer leur projet. Et donc, on est très dans cette dimension à offrir un espace. On parlait tout à l'heure, Sarah Geneviève Trépanier nous parlait d'un lieu commun, d'un espace commun. Il y a cette question de l'intersectorialité, ça prend en fait cet espace où on se rencontre et où finalement on va pouvoir se dire, peut-être je pourrais aller questionner, et ici le vieillissement, même si je ne suis pas expert. Voilà. Hey. Question, commentaire. Oui, Céliane. Oui, je vais passer à un commentaire dans le sens où on n'a pas eu le temps d'aborder les défis et ce qui vient d'être dit faisait partie de nos défis. Cyrina disait j'aime pas trop l'expression sortir de sa zone de confort, mais c'est malgré tout celle qui résume le mieux ce que chacun a dû faire. Et elle a même, dans nos discussions en privé de préparation de la présentation, utilisé le concept du syndrome de l'imposteur qu'il fallait effectivement dépasser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on est, en tant que chercheur, en tant que personnes qui normalement maîtrisent leur domaine, qui sont des spécialistes autant que possible, c'est quelque chose de très insécurisant de se retrouver quelque part moins connaisseur, peut-être même qu'un étudiant de premier cycle, parce que dans la chose interdisciplinaire et qui plus est intersectorielle, on n'a pas les connaissances que notre partenaire de recherche a. Et on n'a même pas les outils de base pour parler avec. Et donc, ce complexe de l'imposteur a dépassé cette motivation à aller chercher pour effectivement faire, malgré tout, de l'intersectoriel. C'est un défi majeur que tout le monde rencontre. Et pourtant, tout le monde dit « je suis contente de l'avoir fait ». Ça n'a pas été facile, mais j'en ai tiré quelque chose que je n'aurais pas été tiré sinon. Et même, c'est là que l'innovation peut arriver parce qu'effectivement, on est obligé d'aborder notre propre sujet de recherche avec un regard complètement externe et différent. Fait que je voulais juste abonder dans ce sens-là. Merci de l'avoir bien formulé. Oui, c'est extrêmement... La question du syndrome de l'imposteur, elle est très présente de la nature même de notre profession. On est garant, en fait, d'une certaine forme d'expertise. Et dès qu'on n'est plus dans notre champ d'expertise, on ne se sent pas légitime à aller questionner. Et c'est là, je pense que l'intersectorialité, c'est surtout en fait être capable en fait de collaborer. Et dans l'idée de l'intersectorialité, il y a vraiment l'idée de décloisonner les laboratoires et de faire en sorte que à plusieurs, on est capable de couvrir un champ de recherche beaucoup plus large et qui nous nourrit. Parce que une des choses aussi en recherche qui est vraiment importante, c'est garder notre
notre curiosité et l'intersectorialité, c'est ça qui nous anime aussi. Dans la question du vieillissement, moi, je suis toujours très étonné de voir à quel point ça touche toutes les dimensions et ça m'allume des petites idées. Quand j'entends ma collègue, par exemple, qui va me parler de santé pelvienne, ben oui, mais il y a des choses en fait qui peuvent être super intéressantes dans les liens qu'on peut faire entre comment c'est vécu, quelles répercussions ça peut avoir au niveau de la cognition, des choses que j'avais jamais pensé me poser comme question, mais parce qu'elle travaille dessus, ben là je suis capable en fait de rebondir et de me dire oh, c'est un champ que je n'avais même pas imaginé. Donc c'est le dialogue, l'intersectorialité, cette notion de dialogue, elle est au cœur et le vieillissement finalement est un beau terreau, finalement une thématique sur lequel il y a cette idée aussi quand on s'intéresse à l'humain que quelle que soit la question de recherche, il y a cette volonté de découvrir pour quelque chose en fait de mieux qui va nous servir. Et ça aussi, je pense qu'intrinsèquement en tant que chercheur, l'idée d'aller expliquer les mécanismes, d'aller creuser certaines questions dans cette idée-là d'améliorer nos conditions, l'intersectorialité le permet. Bien, en fait, ce que je trouve inspirant, c'est de voir aussi l'ouverture des structures, que ce soit les fonds de recherche à réfléchir de manière innovante, à créer des espaces, on le parlait ce matin, pour être capable de créer cette intersectorialité, mais aussi au niveau des universités. On parlait de repenser le financement des universités, mais je pense qu'on est aussi dans des mouvances, puis là, je vois Martine en haut qui nous supporte dans ces idées de dire bien, comment on peut faire autrement aussi. Des structures existantes, laboratoires, groupes sont intéressantes, mais comment aussi on peut aller au-delà de ces structures-là, réfléchir à d'autres causes qu'on peut inventer pour être capable de travailler ensemble, les chercheurs, à se dire bien, comment on crée ces projets intersectoriels, comment on connaît ce que l'autre fait. Je pense que ça, c'est une belle position pour l'avenir, en fait.